Alors bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue dans cette conférence. Alors je m'appelle Laurent Bria, j'anime depuis juin 2010 le blog Apprendre la photo, sur lequel, comme son nom l'indique, je dispense mes conseils pour progresser et se faire plaisir en photo. Donc, en juillet de cette année, j'ai publié 2 livres aux éditions Erol, 2 livres jumeaux qui s'appellent Choisir l'objectif idéal pour son réflexe Canon et Nikon, que j'ai ici et que je vous remontrerai un petit peu à la fin, évidemment. Donc c'est donc le sujet que je vais aborder aujourd'hui en essayant de faire un rapide tour d'horizon de ce qu'il est utile de savoir pour comprendre comment choisir un objectif et pour faire son choix. Alors, rapide tour d'horizon, je le dis parce que vous en doutez, si j'ai écrit un livre de 165 pages dessus, c'est qu'il est impossible d'aller dans le détail en 15 à 20 minutes. Donc notez que mes livres sont destinés aux réflexes Canon et Nikon, mais que tout ce que je vais dire aujourd'hui, tous les principes dont je vais parler sont absolument valables pour n'importe quel appareil objectif interchangeable, donc y compris les réflexes d'autres marques, y compris les hybrides. Enfin, à partir du moment où vous pouvez choisir un objectif, c'est tout à fait valable, tous les principes que je vais exposer aujourd'hui. Donc, alors, pourquoi cette problématique sur l'objectif? Parce que c'est quelque chose qui revient vraiment très souvent dans les questions que se posent les amateurs de photographie. C'est bien compréhensible parce qu'il y a quand même plus de 150 objectifs disponibles pour réflexe Canon ou Nikon, environ, c'est un chiffre en gros, en comptant ceux des marques tierces. Donc c'est quand même vraiment beaucoup, et sans la bonne démarche, il est vraiment difficile de s'en sortir dans le choix d'un objectif sans avoir envie de hurler un petit peu, parce que c'est vraiment très compliqué et rapidement on peut se perdre là-dedans. Donc il faut bien choisir évidemment son objectif parce que ça représente un investissement certain, c'est quelque chose que vous avez forcément en tête, et voilà, si vous aviez des moyens limités, vous auriez sans doute déjà pris toutes les petites pros possibles, et puis le problème serait réglé. Alors à ce moment-là, il faut bien faire des compromis entre votre budget, d'autres contraintes comme le poids ou l'encombrement, et ce qu'on attend d'un objectif. C'est ce que je veux vous aider à faire, c'est vraiment le meilleur compromis entre toutes ces choses-là, parce que c'est souvent difficile de savoir comment faire, alors que évidemment on ne peut pas tous se permettre d'acheter des objectifs qui valent 2000 €. Donc, je parlais juste avant de bonne démarche volontairement, parce que c'est la chose la plus importante. Avant de parler de matériel, on y reviendra un petit peu après, c'est vraiment la démarche qui est la plus importante dans le choix d'un objectif. Donc on me pose souvent des questions du type quel est le meilleur objectif entre celui-ci et celui-là, et c'est une question à laquelle il y a rarement une réponse en fait, en tout cas pas une réponse sans avoir plus de détails sur les buts et votre pratique photo. Alors c'est pardonnable évidemment, parce que les infos qu'on trouve généralement ont tendance à se concentrer sur le meilleur matériel entre guillemets, ce qui n'a pas toujours tellement de sens, en tout cas tant qu'on ne parle pas d'une pratique photo en particulier. Donc ce qu'il faut, c'est d'abord se baser sur vos besoins. Un objectif n'est jamais meilleur qu'un autre. Il est meilleur qu'un autre s'il répond mieux à des besoins. Donc ainsi, on ne peut pas dire un 16-35 mm haut de gamme est meilleur qu'un 75-300 mm d'entrée de gamme. Ça n'a pas de sens, parce que ça dépend complètement de l'usage que vous en avez. Bon courage si vous essayez de faire de l'animalier avec un 16-35 mm, vous n'allez pas vraiment y arriver. Donc il faut vraiment tenir compte de cet usage pour choisir un objectif. Alors évidemment, je caricature un peu, mais c'est pour bien souligner qu'il faut savoir, qu'il faut comprendre cet usage. Donc est-ce que c'est pour remplacer votre zoom du kit que vous trouvez un petit peu limité? Est-ce que c'est pour avoir une meilleure qualité optique que ce que vous avez actuellement? Est-ce que c'est pour posséder une optique qui sera plus spécialisée dans un domaine ou un autre de la photo, comme par exemple le paysage, le portrait, la macro, la photo animalière, la photo en basse lumière? Il y a vraiment plein de choses qu'on peut imaginer. Alors là, pour cette première question qui est vraiment fondamentale, vous seul pouvez y répondre. Là-dessus, je peux savoir à votre place ce que vous voulez faire, mais votre réponse va vraiment grandement faciliter votre choix. Alors en plus de ça, je tiens à souligner qu'il faut vraiment avoir une vision globale sur tout ce que vous voulez faire en photo. Alors je vais prendre un exemple très récent, j'ai eu ce mail 2 jours avant de préparer cette conférence, d'un lecteur qui disait vouloir un objectif plus grand angle pour faire du paysage, donc vraiment un objectif ultra grand angle, et en même temps un objectif pour faire de la macro, avec un budget d'environ 800-900 €.
Alors évidemment, c'est deux usages très différents qui ne peuvent pas être couverts par la même optique, ça c'est pas possible, donc il faut forcément deux objectifs différents. Donc pour ce prix, je pourrais lui conseiller soit un excellent ultra grand angle, soit un excellent objectif macro, ou alors un bon objectif macro et un bon ultra grand angle. Alors bien sûr, ce ne seront pas les meilleurs objectifs du monde pour pro, mais il se fera peut-être plus plaisir en pouvant sans peine exercer les deux disciplines de la photo dans lesquelles il a envie de s'investir. Il est assez probable qu'il voit pas beaucoup de différence avec l'objectif beaucoup plus haut de gamme, en tout cas notamment s'il débute. Donc c'est peut-être, parfois il faut se dire, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire en tout, j'ai tel budget, est-ce que je préfère me concentrer sur une seule pratique maintenant et peut-être remettre l'autre à plus tard parce que j'ai pas encore le budget, ou alors faire un compromis entre les deux, prendre des objectifs qui sont peut-être un petit peu plus entrée de gamme, mais qui vont quand même me permettre de me faire plaisir maintenant et de m'investir dans une pratique photo que je connais pas encore, donc qui peut très bien être une pratique photo que finalement j'aime pas, donc est-ce que ça vaut la peine de tout de suite investir 1000 € dans une optique? Enfin, c'est des questions qu'il faut se poser, il faut vraiment pouvoir également définir des priorités et voilà, et savoir ce qu'on veut faire, avoir une vision globale de sa pratique photo. Donc voilà pour la première étape, je résume, c'est vraiment cerner précisément tous vos besoins, votre budget et vos contraintes éventuelles, parce qu'il n'y a pas que le budget comme contrainte, même si c'est la principale. Alors je pense notamment au poids et à l'encombrement du matériel, pour ceux qui voyagent avec, ou ceux qui partent en randonnée avec. Partir en randonnée avec 5 kg sur le dos ou avec 1 kg, c'est quand même quelque chose de différent. Donc évidemment, c'est un critère qui peut compter, qui peut parfois primer sur d'autres critères. On peut se dire, je préfère prendre un objectif un peu moins lumineux, parce que je préfère qu'il pèse 1 kg de moins. Donc c'est un truc auquel il faut penser évidemment. Et donc éventuellement en faisant des priorités comme je le disais, si vous avez plusieurs choses, surtout si vous avez un budget serré, si vous avez 300 € de budget, pensez pas vraiment à acheter deux objectifs, même si vous avez en tête 3 ou 4 pratiques photo différentes, choisissez celle qui est vraiment prioritaire pour vous et puis choisissez l'objectif pour cette pratique-là et peut-être remettez les autres à plus tard, plutôt que d'avoir des demi-solutions qui seront finalement un peu frustrantes. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir déterminer les contraintes photographiques qui sont associées à votre besoin. Donc, alors je vais les détailler pour vous dans le livre, mais je peux vous donner un ou deux exemples. Je ne vais pas tous les donner parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup de pratiques photos différentes, mais par exemple pour du portrait, vous allez avoir besoin de ne pas trop déformer le visage du sujet, parce qu'on aime rarement que les gens aient un très gros nez sur un portrait, pour caricaturer un petit peu, et avoir un arrière-plan flou. Alors je fais un peu dans le cliché, mais c'est pour vraiment simplifier. Pour un paysage, vous allez souvent vouloir un grand angle, et voilà, souvent une focale grand angle, et l'ouverture ne va pas forcément compter, je reviens juste après là-dessus. Pour d'alimanier, vous allez vouloir voir très loin, parce qu'en général les animaux sont loin, éventuellement pouvoir travailler en basse lumière si vous voulez faire des photos en forêt. Donc voilà, il faut se poser ces questions-là avant, de savoir quelles sont les contraintes qui vont être liées à votre pratique photo. Alors ça peut paraître un peu obscur maintenant, je ne vais pas faire détailler là-dessus, parce que j'ai choisi de détailler un petit peu les caractéristiques techniques de l'objectif desquelles il faut tenir compte, mais notamment dans les bouquins, je vous aide à déterminer ces contraintes photographiques pour bien que vous compreniez pourquoi on se dirige vers tel ou tel objectif, parce que c'est important de ne pas faire un choix, on va dire, bête et discipliné, mais de comprendre un petit peu pourquoi on se dirige vers telle ou telle chose. Donc voilà, je vais traiter du vocabulaire indispensable d'abord, parce que c'est vraiment important dans un objectif de comprendre quelques caractéristiques techniques qui sont vraiment indispensables. Alors je vous rassure, je vais faire très simple et je vais me limiter à l'essentiel. Donc je détaille dans le livre un peu plus loin bien sûr, pour que vous soyez capable de vous débrouiller par vous-même et que vous compreniez bien la sélection d'optique. Alors pour commencer, je vais évacuer directement la question simple de la longueur focale. Alors ce qu'on appelle longueur focale ou parfois focale tout court, c'est ce que vous appelez peut-être couramment le zoom. Alors le terme n'est pas le meilleur terme, les puristes vont peut-être un petit peu tiquer, mais c'est pas grave, je préfère faire très très simple. Donc la longueur focale, en fait quand vous zoomez, vous augmentez la longueur focale, vous allez voir plus loin et votre champ de vision va être plus réduit. Donc là si je zoome très loin, je vais voir 2 ou 3 personnes là-bas, donc je vais avoir un champ de vision plus réduit. Par contre, si je dézoome au contraire, je vais voir un peu moins entre guillemets, c'est-à-dire que la même personne sera moins grosse dans le cadre, mais au contraire, je vais avoir un angle de vue beaucoup plus large. Donc c'est évidemment quelque chose qui va beaucoup vous servir dans le choix d'un objectif. Alors ici, je vais vous montrer, juste pour l'exemple, pour être sûr que tout le monde soit au même niveau, même si c'est très simple, mais voilà, on ne sait jamais, la même scène prise à différentes longueurs focales pour vous donner un petit peu une idée de ce que peut donner un niveau de zoom. Alors, il est évidemment à 28 mm et à 200 mm, on ne prend pas les mêmes photos. Vous n'allez vraiment pas avoir la même chose dans le cadre, donc c'est très important quand vous choisissez un objectif de penser à ça.
Donc voilà, vous allez plutôt pour du paysage prendre une focale grand angle pour avoir un grand angle de vue. À l'inverse, si vous avez besoin de zoomer beaucoup, vous allez choisir une longue focale qui est appelée téléobjectif. Ça peut paraître basique à certains, mais c'est un rappel important juste avant de passer à la suite pour être sûr qu'on soit tous au même niveau. Ce qu'il faut comprendre ensuite, c'est une notion un petit peu plus complexe, mais vous allez voir, pas de panique, c'est la notion de taille du capteur. Alors il m'est impossible encore une fois de faire un cours détaillé sur chaque notion en seulement quelques minutes, donc je vais essayer d'être bref, de parler directement du concret, de ce que ça change dans votre pratique photo. Donc en gros, avec un même objectif, plus la taille du capteur va diminuer, plus le capteur va être petit, plus la longueur focale apparente va augmenter, donc plus votre zoom apparent va augmenter. Donc pour être très clair, un 50 mm sur un capteur plein format ou ce qu'on appelle un full frame également, il va se comporter comme un 50 mm. Le même objectif monté sur un capteur de plus petite taille, il va se comporter comme environ un 75 mm. Alors c'est multiplié par 1,5 ou 1,6 selon les marques, mais on va pas aller en détail, c'est pas très important. Et sur un capteur micro 4 tiers, donc c'est ce qui équipe les hybrides Panasonic à Olympus, pour lesquels la problématique du champ d'objectif se pose également, évidemment. Là-dessus, ça va être multiplié par 2, donc ce sera un équivalent 100 mm. Donc voilà, le même 50 mm qui est sur full frame avec un angle de vue de 50 mm, sur un capteur de fois plus petit, ce sera réduit en fait, et on va juste avoir l'angle de vue d'un 100 mm. Donc évidemment, c'est important de connaître cette caractéristique. Ça va vraiment influencer des choses. Par exemple, imaginons que vous vouliez un ultra grand angle, donc un objectif qui est vraiment un angle de vue très large, qui paraît même plus large que celui de l'œil humain. Donc vous avez envie de cet objectif-là. Sur un full frame, un objectif comme un 16-35 mm par exemple va parfaitement remplir cette fonction. Par contre, si vous montez exactement la même chose sur un capteur APS-C, donc un peu plus petit, c'est-à-dire la très grande majorité des réflexes, excepté les hauts de gamme, la même chose sur un APS-C va donner un 24-53 mm. Alors un 24-53 mm, alors un 24 mm c'est une focale qui est grand angle certes, mais qui n'est pas ultra grand angle. Vous n'allez vraiment pas avoir le même résultat. Et si vous lisez quelque part, un 16-35 mm c'est un très bon ultra grand angle, alors certes, mais sur capteur plein format, parce que si vous le mettez sur un capteur APS-C derrière, vous allez avoir un objectif qui va donner un résultat vraiment différent, et vous n'allez pas avoir un angle de vue aussi grand, et du coup, c'est quand même, ça change vraiment quelque chose dans votre choix, donc il ne faut pas choisir la même chose. Donc il faut bien choisir les objectifs qui sont compatibles avec vos besoins et qui ne sont pas conçus pour un autre format de capteur. Alors c'est quelque chose qui peut poser problème aussi dans le choix d'un objectif, une espèce de zoom de tous les jours, c'est-à-dire ce qu'on peut utiliser de manière très courante. Donc par exemple, un zoom 24-70 f2.8, c'est très courant sur capteur plein format, on peut l'utiliser pour beaucoup d'usages différents, parce que ça va du vrai grand angle, quand même 24 mm c'est une vraie focale grand angle, jusqu'au vrai téléobjectif, un petit téléobjectif, mais qui quand même permet de, par exemple, faire un petit peu de portrait. Donc il va vraiment posséder toutes les focales qu'il vous faut, il va être assez polyvalent. Par contre, si vous montez le même objectif sur un APS-C, vous allez vous retrouver avec un 36-105 mm, et le problème c'est que vous allez manquer d'un vrai grand angle. Vous allez avoir un 35 mm comme focale la plus courte, donc comme focale la plus grand angle, et pour du paysage, parfois vous allez peut-être manquer un peu de grand angle, vous aimeriez avoir un champ de vision plus large. Donc là encore, il faut choisir quelque chose qui soit adapté à son capteur, et c'est pour ça qu'il existe des objectifs qui sont spécialement conçus pour des capteurs comme les capteurs APS-C, par exemple à 17-50 mm typiquement, qui une fois multiplié par 1,5 donne comme par hasard presque 24-70 mm, donc c'est évidemment pas fait par hasard, c'est fait pour donner finalement la même focale mais sur un capteur plus petit. Pour résumer très grossièrement, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça techniquement, mais on va pas trop s'attarder. Le point suivant sur lequel il faut être attentif et qui est également très important, c'est l'ouverture maximale de l'objectif. Alors pour rappel, l'ouverture c'est un des 3 paramètres qui permettent de régler l'exposition d'une photo, donc plus elle est grande, plus il y a de lumière qui rentre dans l'appareil. Or l'ouverture maximale que vous pouvez utiliser, elle est limitée par l'objectif. Si vous photographiez en basse lumière par exemple, donc ce qui est le cas même quand vous êtes chez vous le soir en hiver, qu'il n'y a pas de lumière dehors, vous avez juste les lumières de l'intérieur, c'est déjà ce qu'on peut appeler une situation de basse lumière, c'est pas une situation évidente du tout. Donc si vous êtes dans cette situation-là, une grande ouverture maximale, ça peut vraiment vous aider à bien exposer vos photos et à ne pas les avoir trop sombres ou trop floues. Donc c'est un paramètre qui peut être important dans cette situation-là. Alors en plus de ça, une grande ouverture, ça a un effet secondaire, entre guillemets, qui est assez intéressant, c'est d'avoir une faible profondeur de champ. Alors pour simplifier à l'extrême, ça permet d'avoir un joli flou d'arrière-plan. Je simplifie à l'extrême parce que tout le monde n'a peut-être pas la notion de profondeur de champ très claire
Donc je fais rapidement pour l'instant, mais voilà, en gros ça c'est une faible profondeur de champ. Vous voyez que j'ai un flou qui arrive assez rapidement, même au premier plan c'est un peu flou. Et là par contre c'est une grande profondeur de champ où j'ai toutes les touches qui sont nettes, alors ça pris exactement dans la même position comme vous pouvez le voir. Donc cette faible profondeur de champ, c'est quelque chose qu'on peut rechercher dans cette discipline, hein, typiquement dans le portrait par exemple, et par contre dans d'autres, on va au contraire rechercher l'inverse. Hein, en paysage, on fait assez rarement de la faible profondeur de champ, et du coup, l'ouverture maximale de votre objectif, elle ne va pas être forcément très importante, c'est-à-dire que vous allez pouvoir passer un peu ce critère-là, parce que finalement, vous allez toujours utiliser une ouverture plus petite que l'ouverture maximale. Du coup, si l'ouverture maximale n'est pas très grande, c'est pas un très gros problème si vous utilisez l'objectif uniquement pour avoir des grandes profondeurs de champ. C'est pas un critère qui va beaucoup rentrer en ligne de compte dans votre choix, même si vous pouvez éventuellement avoir envie d'avoir cette possibilité-là quand même, mais c'est peut-être pas le critère principal qui va être important. Alors évidemment, je caricature un peu, on peut aussi faire du portrait avec une grande profondeur de champ et du paysage avec une faible profondeur de champ, il ne faut pas trop se limiter, mais c'est pour vous donner un exemple assez classique. Alors je vais ensuite parler d'un dernier point technique que je voudrais aborder assez rapidement, c'est la stabilisation. Pour faire très simple, à partir d'une certaine vitesse d'obturation qui est assez lente, vous allez avoir du flou de bouger sur vos images. Hein. Cette vitesse dépend notamment de la longueur focale, je vous épargne le calcul. Retenez simplement que plus vous avez une longue focale, plus vous avez de chances d'avoir du flou de bouger. Donc la stabilisation, c'est un dispositif qui va vous aider à combattre ce flou de bouger. Donc vous allez pouvoir photographier à des vitesses qui seront 1 à 4 fois plus lentes que ce que vous pourriez faire sans stabilisation. Et tout ça sans avoir de flou de bouger, en tout cas beaucoup moins souvent. Hein. Si avant vous aviez peut-être 90% de photos avec du flou de bouger à telle vitesse, avec la stabilisation, ce sera peut-être que 50%, peut-être que 20%, ou peut-être pas du tout si vous avez une stabilisation vraiment efficace. Donc elle vous servira si vous travaillez assez souvent en basse lumière, parce que vous allez devoir jouer un peu sur tous les paramètres pour réussir à avoir une bonne exposition, avoir la photo qui ne soit pas trop sombre, parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Donc la stabilisation peut vous servir, mais attention, une erreur courante qui se fait, c'est que ça ne va pas vous aider à figer un sujet rapide. Hein, si votre sujet bouge très vite, vous pouvez peut-être ralentir la vitesse grâce à la stabilisation, mais votre sujet va être flou parce que vous aurez shooté assez lentement et votre sujet va être flou dans l'image. Donc si vous photographiez des sujets rapides en basse lumière, la stabilisation c'est bien dans une certaine mesure, surtout si vous avez un objectif avec une longue focale, mais pour des courtes focales, ça ne va pas forcément vous servir tant que ça, puisque de toute façon votre sujet bouge vite. Donc c'est typiquement le cas en photo de concert, c'est un domaine que je fais beaucoup. Les musiciens bougent très vite, si on veut figer le mouvement, on est obligé de travailler à une vitesse relativement élevée, relativement rapide. Et la stabilisation ne va pas forcément servir beaucoup, en tout cas dans les objectifs qui sont relativement grands. Donc c'est un critère qui peut être intéressant, mais on va dire accessoire, qui n'est pas primordial, surtout si vous êtes un petit peu limité en budget. Excusez-moi, je ne vais pas suivre mon PowerPoint en même temps, mais pourtant ça m'a emporté un petit peu dans mes explications. Donc je vais résumer un petit peu toute cette méthode dont je viens de vous parler. Alors, il y a d'autres caractéristiques accessoires desquelles on pourrait parler, mais je ne vais pas le faire maintenant parce que je ne peux pas tout passer en revue en 15-20 minutes. Donc la première étape pour choisir un objectif, c'est de déterminer pour quel usage vous en avez besoin. Donc ça c'est vraiment la chose fondamentale et c'est là-dessus que vous devez vous débrouiller tout seul, là-dessus je ne peux pas vous aider. Ensuite vous devez déterminer le budget que vous êtes prêt à y consacrer, éventuellement vos contraintes, est-ce que vous avez besoin de légèreté, de peu d'encombrement, etc. Et peut-être faire des priorités si vous avez plusieurs envies. Troisième étape, vous allez déterminer quelles sont les contraintes de l'usage dont on parle. Donc par exemple, en portrait, avoir du flou d'arrière-plan, ce genre de choses. Et donc quelles sont les caractéristiques de l'objectif dont vous avez besoin. Donc en l'occurrence, pour avoir du flou d'arrière-plan, vous avez besoin d'une grande ouverture maximale. Donc, en fait, les contraintes de la discipline vont déterminer de quoi vous avez besoin dans votre objectif et donc vont beaucoup aider votre choix puisque vous allez ainsi le réduire beaucoup. Vous n'aurez plus qu'à choisir entre quelques optiques qui vont correspondre à vos critères. Souvent à la fin il en reste 2 ou 3, pas plus que ça, surtout si on prend en compte un budget en plus. Souvent il y a 2-3 optiques qui correspondent vraiment à ces besoins. Et après vous n'avez plus qu'à choisir finalement le rapport qualité optique-prix. Alors il n'y a pas que la qualité optique, mais c'est quand même un critère qu'on regarde en général. Mais parfois on peut avoir besoin de rapidité de l'autofocus, de construction tout temps pour pouvoir ne pas avoir trop de sueur froide quand il pleut par exemple. Donc là encore ça dépend de vos besoins. Si vous travaillez en studio, la protection contre la pluie ça ne va pas vous servir beaucoup. À l'inverse, si vous l'emmenez en randonnée, vous allez peut-être trouver ça un peu plus important et être prêt à faire des compromis sur autre chose. Donc là encore, il faut vraiment réfléchir à comment vous allez l'utiliser et derrière, quel va être votre vrai usage et donc de quoi vous allez avoir besoin concrètement. Alors, ça peut paraître compliqué comme ça, mais voilà, si vous avez besoin d'un coup de main, donc je vous prends par la main dans
mais deux bouquins qui sont ici, qui sont jumeaux, il y en a un pour réflexe Canon et un pour réflexe Nikon, dans lequel je détaille tout ça un petit peu plus profondément, évidemment, parce qu'il y a quand même 165 pages là-dessus. Donc je pars des contraintes, vraiment, donc de vos besoins, des contraintes qui sont associées, jusqu'au choix final d'un modèle en particulier, et donc ce pour énormément de pratiques photo différentes, il y en a 17 dans le bouquin de mémoire. Et je finis également sur quelques pages sur l'entretien du matériel et les moyens de réaliser des économies à l'achat du matériel. Parce que c'est évidemment une question qu'on se pose tous, c'est de ne pas trop dépenser dans la photo qui est déjà un loisir relativement coûteux. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse d'aller plus loin là-dessus, vous pouvez toujours les acheter sur la librairie du salon si c'est vraiment un problème que vous avez et que vous avez envie d'en savoir plus. Je serai en rencontre dédicace du livre juste après sur le stand Erol qui est B105, donc vous tournez juste là, c'est vraiment pas très loin, c'est après l'expo Raymond Cochetier. Je serai pendant 1h30 à peu près jusqu'à 16h. Donc n'hésitez pas à venir me parler, à passer un petit bonjour simplement ou à poser des questions. Je serai ravi d'y répondre. Je vous rappelle également que vous pouvez me retrouver sur mon blog Apprendre la photo, dont l'adresse n'apparaît pas en entier, mais vous avez un petit flash code. L'adresse c'est apprendre-la-photo.fr. Et voilà, vous pouvez me retrouver dessus pour des conseils plus généraux sur la photo, où finalement je ne parle pas si souvent que ça de matériel, même si je fais un livre là-dessus. Donc voilà, j'en ai terminé. Alors, est-ce que vous avez des questions? Il me reste à peu près 10 minutes pour une petite question-réponse. Donc n'hésitez pas. N'ayez pas peur, je m'en repars. Vous aurez le privilège de rencontrer pour sa rencontre avec le public, oui. le photographe. Vous n'avez rien dit sur la différence entre le zoom et la focale fixe? Alors effectivement, je peux en parler. Alors je pouvais parler de plein de choses, j'ai choisi de faire relativement court et de pas dépasser 20 minutes pour que vous ayez le temps de poser des questions. Alors la différence zoom focale fixe, simplement on parlait de longueur focale au début. Un zoom, on peut changer de longueur focale, donc on peut zoomer, c'est vraiment le terme zoomer, ça veut vraiment dire changer de longueur focale. Donc on peut passer d'un grand angle à un petit téléobjectif sur le même objectif, donc ça a ses avantages. La focale fixe, on ne peut pas changer de longueur focale. Alors vous allez dire, mais pourquoi on prendrait un objectif, on ne peut pas changer de longueur focale, finalement c'est pas forcément très utile. Alors c'est parce qu'il y a d'autres avantages. En gros, techniquement, on peut faire deux choses avec une focale fixe, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de faire une grande ouverture sur une focale fixe, c'est beaucoup moins cher, donc vous allez pouvoir avoir de très grandes ouvertures, plus grandes que sur les zooms dans l'extrême majorité des cas, pour un prix bien inférieur, parce qu'un zoom avec une grande ouverture c'est souvent assez cher. Donc si vous voulez une grande ouverture absolument et que vous n'avez pas beaucoup d'argent, une focale fixe ça peut être intéressant parce que vous avez, vous avez moyen d'en avoir une pour un prix assez limité. Je pense par exemple au 50 mm 1.8 que je recommande assez souvent parce qu'il est très très peu cher, ils sont aux alentours de 100 € chez Canon, chez Nikon un petit peu plus si vous voulez la version qui permet d'avoir l'autofocus sur les appareils récents. Mais voilà, c'est relativement peu cher, vous avez la possibilité d'avoir vraiment une très faible profondeur de champ et ça peut être intéressant. L'avantage des focales fixes, c'est que d'une manière générale, elles sont un peu moins chères que les zooms, en tout cas à ouverture équivalente, parce qu'elles ne sont jamais vraiment équivalentes, mais en tout cas elles sont en général un petit peu moins chères et plus légères également. Donc par exemple, si vous avez des contraintes de poids d'encombrement, ça peut être intéressant de prendre des focales fixes. Et ça peut avoir certains effets positifs sur votre pratique photo, surtout quand vous débutez. Avoir une focale fixe, souvent ça oblige un petit peu à bouger, parce qu'on ne peut pas zoomer et dézoomer. Et quand on débute et qu'on a un zoom, on a souvent tendance à avoir un petit peu l'effet, ce que j'appelle l'effet de s'enraciner. C'est-à-dire qu'on reste sur place, on zoome, on dézoome et on ne bouge pas beaucoup. Et c'est dommage parce qu'une grande partie de la photo et de la composition, c'est de bouger, c'est de faire un pas de côté, c'est de s'abaisser, c'est de se mettre à un autre point de vue. Donc la focale fixe oblige à bouger, puisque si vous voulez zoomer, vous êtes obligé de vous rapprocher. Je suis obligé de me rapprocher de vous si je veux faire un portrait serré en focale fixe. Et du coup, ça m'oblige à bouger et à travailler peut-être un petit peu plus mon positionnement. Donc quand on débute, ça peut être positif. Alors quand on débute moins, on arrive à séparer les deux, c'est-à-dire qu'on arrive à se dire je vais bouger et je vais zoomer ou dézoomer, à séparer les deux effets. Donc c'est pour ça notamment que je suis, par exemple en photo de concert, revenu au zoom, parce que c'est aussi déjà parfois un endroit pour toujours bouger, mais en tout cas c'est plus pratique. Mais on peut toujours utiliser les deux, il n'y a pas de souci. Voilà, les deux ont leurs intérêts. Et là aussi, ça dépend pas mal de la discipline et de votre niveau un petit peu aussi, et du budget que vous avez à y consacrer. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, je ne vous entends pas, madame. Allez-y. Je voudrais avoir votre avis sur les zooms à ouverture constante. Alors, on me pose donc la question des zooms à ouverture constante. Alors effectivement, dans la plupart totalité en fait, des zooms d'entrée de gamme que vous avez avec le kit de l'appareil, sauf les kits très haut de gamme, vous avez une ouverture qui n'est pas constante. C'est-à-dire l'ouverture maximale n'est pas constante. Donc par exemple, si vous êtes à 18 mm
et que l'ouverture maximale est de f3.5, si vous zoomez, votre ouverture maximale va diminuer en fait. Donc le gros souci, c'est que si vous réglez f3.5 au début et ensuite vous zoomez, l'ouverture va diminuer toute seule, sans action de votre part. Donc ça peut être un petit peu perturbant. Et l'avantage des zooms à ce qu'on appelle l'ouverture constante, alors l'ouverture constante, ça ne veut pas dire qu'on est fixé à telle ouverture, ça veut dire que l'ouverture maximale est la même, que ce soit la position grand angle du zoom ou la position téléobjectif. L'avantage de ces zooms, c'est effectivement que vous allez pouvoir avoir la même ouverture maximale tout le temps, donc vous n'allez pas avoir votre paramètre qui change. Et en plus, ce sont des zooms qui sont en général assez lumineux. Donc s'ils sont lumineux, vous allez souvent vous allez pouvoir faire une plus faible profondeur de champ. Vous allez pouvoir travailler en basse lumière, donc ça a quand même pas mal d'avantages. Et il faut dire que le plus souvent, plus une optique est lumineuse, plus elle est haut de gamme et plus la qualité optique s'en ressent. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément de meilleure qualité optique parce qu'elles sont en plus grande ouverture, mais surtout parce qu'elles sont plus haut de gamme finalement. Donc tout est plus haut de gamme, donc à la fois l'ouverture, mais la construction optique, etc. Donc voilà, les zooms à ouverture constante, c'est quelque chose qu'il faut rechercher assez vite, je pense. Parce que souvent avec le kit du réflexe, je vais à 18-55, c'est très bien pour commencer. Seulement, vous allez peut-être avoir un petit peu du mal parfois à avoir une faible profondeur de champ comme vous aimez. Et passer sur un objectif qui le remplace, type un 17-50 f2.8 par exemple, qui coûte souvent pas très cher, on peut en trouver des tout à fait corrects pour environ 300 €, ce qui en photo est pas non plus absolument exceptionnel. Si vous passez là-dessus, vous allez un peu plus vous faire plaisir parce que vous allez avoir la possibilité de faire une faible profondeur de champ dans plein de situations différentes, souvent une meilleure qualité optique, et remplacer son objectif de kit par un objectif à ouverture constante, c'est quand même souvent assez intéressant. Autre chose, n'ayez pas peur, on a encore un petit peu de temps, puis maintenant qu'il y en a deux qui ont déjà posé des questions, vous n'avez plus à avoir peur. Oui. Juste savoir quel est l'objectif idéal pour les concerts quand on a un budget assez limité. Alors, l'objectif idéal pour les concerts quand on a un budget assez limité. Bon, alors, j'imagine que si tu te poses la question, c'est que tu es plutôt dans les petites salles. Et en fait, en concert, personnellement, j'ai deux appareils avec chacun un objectif parce qu'il y a des besoins assez différents. C'est-à-dire que j'aime bien faire à la fois du grand angle, c'est-à-dire vraiment m'approcher de la scène, avoir le musicien qui est souvent un petit peu au-dessus, et avoir une vue de tout le groupe si possible, voir du musicien et du public un petit peu. Donc ça, c'est avec un objectif un peu grand angle. Alors, ce qui est, si tu as un réflexe en APS-C, typiquement un 17-50 mm f2.8, c'est parfait. Moi j'avais le Tamron non stabilisé avant, parce qu'il est un peu moins cher que le stabilisé, et comme je disais, la stabilisation ne va pas te servir tant que ça, parce que pour figer tes musiciens, tu vas être obligé de shooter à 1 centième, à 125e à peu près. Tu peux descendre un peu en dessous, mais bon, parfois tu auras peut-être des photos un peu floues. Donc du coup, la stabilisation ne va pas non plus te servir beaucoup. Donc à la limite, tu peux te passer la stabilisation si tu as un budget limité. Après, il y a le côté, si tu veux faire ce qu'on appelle les portraits de scène, donc vraiment avoir les gens très très gros, tu vas partir sur des trucs genre 70-200 f2.8. Le problème, c'est que ça va coûter cher et que tu vas avoir besoin de la stabilisation parce que tu ne peux pas te permettre de shooter un 250e à 300e en concert, sauf si ton boîtier monte très très haut dans la sensibilité ISO. Et j'imagine que si tu as un budget, c'est que ton boîtier ne monte pas très très haut dans la sensibilité ISO. Donc en gros, pour commencer, je te conseille un 1750 f2.8. C'est ceux avec lequel tu te feras le plus plaisir. Tu auras quand même un petit téléobjectif, donc tu arriveras à faire des plans genre coupés jusque-là, donc c'est quand même pas non plus, enfin tu ne seras pas cantonné qu'au grand angle. Tu pourras quand même faire des choses assez variées. Et 110-200 f2.8, bon, alors déjà c'est plus adapté au capteur plein format parce que sur APS-C c'est très long, hein, c'est quand même d'ordre du 100 à 5, 300 dans ces eaux-là, donc enfin, c'est déjà beaucoup plus long. Donc parfois c'est un peu trop long même. Donc voilà, si dans la petite salle surtout à 1750 f2.8 c'est très bien pour commencer. Et le petit budget que tu vas pouvoir taper c'est 300 € chez Tamron. Tu peux aussi trouver d'occasion, hein, d'ailleurs, tu peux probablement le trouver à 200 € d'occasion en bon état sur le Bon Coin, eBay ou ailleurs, ça va pouvoir se trouver.